Et je suis pas dans un contexte politique comme oui, parce que la vie aussi n'est pas que la politique, il faut aussi sortir de la politique. Il y a également l'environnement. D'accord. Moi, je suis dans le cadre environnemental et mon actu porte sur l'entrée en vigueur de l'interdiction des sacs plastiques à usage unique au Gabon. En un mot, ou bien pour mon petit frère du quartier, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit ça, tu as bouclé de dire ça comme ça là. Ça voudrait dire quoi? Qu'aujourd'hui là, on va interdire quoi? Les sachets biodégradables. On passe par, on quitte des sachets biodégradables aux sachets plastiques. On quitte des sachets plastiques, des sacs plastiques, pour l'utilisation des sacs en carton. D'accord. Voilà. Et force est de constater que cette décision elle est entrée en vigueur le 23 septembre, mais dans certains points de vente, on est encore à l'utilisation des sacs plastiques. Donc là, on parlait de sanctions vu que c'est l'interdiction. Et du coup, on se demande quelles seront les mesures de prévention. Donc, étant donné que ça ne s'est pas encore diffusé sur tous les étendues du territoire. Donc. D'accord. Le citoyen demande. Tu as quelque chose à dire là-dessus? De rebondir sur ce dont parlait la voix de France. Moi, je pense que interdire, c'est bien beau. Vraiment, c'est bien beau, mais le meilleur moyen... C'est pourquoi en fait il faut se poser la question sur le sérieux de nos dirigeants lorsqu'ils sortent même des décrets comme ça. Parce que le meilleur moyen d'interdire l'usage des sachets en plastique, c'est de cesser d'importer. Je pense que c'est le meilleur moyen. Mais l'importation, ce qui est sûr, ça continue. Et ça va continuer, moi je pense. D'accord. Ok, nous prenons une petite pause. Nous allons revenir dans 5 minutes. Le temps pour nous de souffler et de commencer ou de revenir pour le débat. Merci, restez à l'écoute. Comment tu as vu ta version là-dessus comme ça là? Capitaine Douglas, c'est Maliche qui a fait le beat, et ma baby fait le mix, et puis ma belle Moutouma. Parce qu'être jeune, c'est aussi avoir une voix, une vision et des valeurs. La tribune culturelle des jeunes, c'est l'espace d'expression de toute une génération. Culture, politique, société, on en parle profond et on en parle ensemble. Tous les mardis et vendredis de 14h à 15h30 et en rediffusion jeudi et samedi à 14h sur Radio Ubuntu, la radio qui te ressemble et te rassemble. Parce qu'un jeune éclairé, c'est un peuple debout. La tribune culturelle des jeunes, la jeunesse prend la parole et elle ne la rendra plus. Anye kindo mano butande. Anye mukobe. Be. Okoni me bane. Anye kindo mano butande buta. Benya wetombe temiganye. Anye unumenye be. Kengane duwe. Yasuna nyuma. E anjambe kana makala kampe na komponente ya miunda. Ingani kengane ya. Amena ke jopo se tombo iya o. Ubejina ke jopo se tombo. Amena ke jopo se tombo iya o. Iyo amena makutu foninge iya o. Ubejina makutu foninge. Iyo amena makutu foninge iya o. Njambe kana Uyote mwanga benda Emweja
Kulete kumuna batama kona tuma mumbe kitambela kujana mhogo ya ndama bondo. Kulete kudikemba na kumbe dizangana konda kuma mboka maminyomezo onku bantu etoka machoko nduma tago zenge. Anena lijobo zetombo iya uwo. Iyo anena makutu foninge iya uwo. Nuongono, nutatana. Anena makutu foninge iya uwo. Parce qu'être jeune, c'est aussi avoir une voix, une vision et des valeurs. La tribune culturelle des jeunes, c'est l'espace d'expression de toute une génération. Culture, politique, société, on en parle profond et on en parle ensemble. Tous les mardis et vendredis de 14h à 15h30 et en rediffusion jeudi et samedi à 14h sur Radio Ubuntu, la radio qui te ressemble et te rassemble. Parce qu'un jeune éclairé, c'est un peuple debout. La tribune culturelle des jeunes, la jeunesse prend la parole et elle ne la rendra plus. Parce qu'être jeune, c'est aussi avoir une voix, une vision et des valeurs. La tribune culturelle des jeunes, c'est l'espace d'expression de toute une génération. Culture, politique, société, on en parle profond et on en parle ensemble. Tous les mardis et vendredis de 14h à 15h30 et en rediffusion jeudi et samedi à 14h sur Radio Ubuntu, la radio qui te ressemble et te rassemble. Parce qu'un jeune éclairé, c'est un peuple debout. La tribune culturelle des jeunes, la jeunesse prend la parole et elle ne la rendra plus. Un amalgame du rouge et du kaolin blanc sur un visage du paraît d'Akanda. Mes ancêtres, ma culture anime. De retour dans le cadre de notre émission La Tribune Culturelle des Jeunes. Salut Mbolo Samba. La voix de l'éloquence. Avant qu'on se quitte, tu avais l'actualité concernant les sacs plastiques. L'environnement, en effet. Oui. Alors, il faut d'abord rappeler le contexte. Donc, cela s'inscrit dans une, on va dire, dans une mesure purement écologique. En effet. Donc, ça vise la réduction de la pollution. Donc, comme on l'a si bien constaté, ces sacs poubelles contribuent à boucher, on va dire, les caniveaux et également favoriser la pollution. Oui, donc c'est dans ce cadre-là que le Gabon s'est inscrit dans cette voie-là. Parce que n'oublions pas aussi, ou signifions aussi que le Gabon aussi, avec le Congo, vise aussi à la préservation de la nature par le canal de la forêt ou la préservation de la forêt. C'est ça, non? En effet. Et j'aimerais savoir, as-tu un parallèle à faire avec un autre pays qui s'est aussi inscrit dans ce cadre, surtout un pays africain ou européen? Oui, comme pays africain, on a le Rwanda qui a opté pour cette mesure depuis 2008. Et donc de 2008 à 2025, on a eu une évolution constante sur notamment la propriété de l'environnement. En effet. Et signifiant aussi que Kigali fait partie des villes les plus propres au monde. En effet. Rappelons aussi que le Rwanda est un des pays africains émergents. En effet. Donc, suivant cette lancée-là, on peut se dire que d'ici 2025, 2030, Libreville sera la ville la plus propre ou sera en voie d'être la ville la plus propre d'Afrique. Ou bien même n'oublions pas aussi que derrière certaines décisions se cachent des conséquences.
En effet. C'est vrai, aujourd'hui, on veut lutter contre, c'est quoi, le réchauffement climatique, c'est ça, l'environnement, la pollution de l'environnement, en interdisant les sacs plastiques. Ok. Mais le Gabon a des entreprises qui emploient des jeunes Gabonais, des entreprises qui fabriquent ces sacs plastiques. Avons-nous des solutions pour ces jeunes-là qui aujourd'hui vont peut-être se retrouver au chômage? Question. C'est une question. Le Une citoyen question demande. bien pertinente en effet. Et par rapport à ça, je peux rebondir en disant qu'il y a également des inconvénients par rapport aux sacs en carton. Donc, j'ai une anecdote. Et j'ai eu à faire des courses pré-import d'AONG. Elle fait les courses à pré-import. Elle ne fait pas les courses chez les Libanais ou chez les Chinois du quartier. Vas-y. Donc après import Imaginez la d'AONG, suite. j'ai acheté, on va dire, une canette de jus et 2 Smirnoff, on va dire. Et c'était fraîche. Donc imaginez-vous, mes articles ont été mis dans des sacs en carton. Donc on va dire de pré-import, donc de la caissière jusqu'à la sortie. Le sac il était tout humide. Donc on va dire que l'humidité fait partie de l'un des inconvénients premiers de cette réforme-là. Et si tu ne faisais pas attention, ta bouteille de Smirnoff Bien devait sûr. s'éclater ou bien devait tomber et ça devait se casser. Et là, dans ce cas-là, est-ce que prix import peut te donner ou t'offrir d'autres bouteilles vu le désagrément? C'est pas sûr. C'est pas vraiment pas évident. D'autant plus que, est-ce que ces sacs-là sont offerts gratuitement? C'est ça le Oui, problème. non, ils sont offerts. Ils sont offerts. Oui. Parce que déjà, les sacs plastiques, on les achetait dans les cadeaux, hein. En Donc, effet. ça dépend de la qualité. Ça Mm. dépend parce qu'on va dire des sacs grosse épaisseur, on devait payer pour les avoir. Mais on va dire le sac premier pour mettre. Parce que je me le rappelle, produit, c'était offert. il y a de cela quelques semaines, je me suis rendu dans un supermarché de la place, un cadeau pour être plus précis. Je ne dirai pas le lieu. J'ai eu à faire des courses. On m'a proposé d'acheter un sac à 500 francs. C'est vrai, c'est vrai. Même rien que le sachet n'est pas offert. Parce qu'il y a des surfaces, on va pas aussi citer les noms pour ne pas faire aussi la publicité. Quand tu pars, tu fais tes courses. Après, on te propose le sachet à condition que tu payes le sachet. Donc ce sont aussi des choses aussi qu'on Tu nous peux avoir fait des achats de 25 000, on va te dire il faut les 100 francs ou les 200 francs du sachet. Dans un super... Enfin. C'est la politique. Hein. C'est la politique aussi du supermarché. Bien sûr. Le citoyen de moi, tu as quelque chose à dire concernant cette affaire? Bon, pas grand chose à rajouter, je pense qu'ils ont tout dit. Si ce n'est rebondir sur la question des sachets, lorsque voilà, ils ont commercialisé les sacs, on sait qu'un sachet, lorsque tu vas dans un magasin, en principe il y a des sachets qui sont gratuits. Mais parfois, lorsque tu veux prendre une certaine quantité, on te demande d'ajouter 100 francs. Plus pour des sacs plus solides. Voilà, pour quelque chose de beaucoup plus solide. Maintenant, lorsqu'on va passer des sachets ou encore des sacs plastiques aux sacs en papier, moi je peux dire en papier. En papier pour être terre à terre, oui. Voilà. Ou bien en carton. Voilà. À combien est-ce que va s'élever le prix? Est-ce que ça ne va pas augmenter la cherté de la vie? Parce que faut se poser la question, ce sera combien? Bon, jusqu'à... Ils auront des sacs non payants pour voilà, les clients un peu normaux, et au cas où tu veux avoir un sac beaucoup plus peut-être solide ou bien beaucoup plus grand, est-ce que ce sera encore 100 francs? La question il faut se poser. Oui, c'est une question qui est ouverte. On ne peut pas spéculer pour l'instant là-dessus parce que nous n'avons pas des informations, mais l'information, C'est ça qu'il faut chercher à revoir. en C'est effet, pourquoi on parlait de conséquences derrière des décisions prises par l'État gabonais. Il est beau de prendre une décision, mais quelles sont les mesures d'accompagnement pour la suite? ce qui est sûr, c'est que l'État gabonais, je pense, a pris tous les contours ou a pensé à cela. C'est ce qui est clair. Maintenant, chers auditeurs et auditrices de Radio Ubuntu, nous allons passer à la deuxième partie de notre émission, qui est exclusivement réservée au débat. Aujourd'hui, le débat qui nous est offert ou qui va interposer les différents panélistes ou les différents chroniqueurs, c'est concernant la violence scolaire. Chaque année, nous enregistrons des violences d'ordre public, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on relaie ces informations, on filme, et d'où aujourd'hui nous sommes posé la question de savoir, violence scolaire, à qui la responsabilité, ou à qui cela incombe, ou qui sont les responsables. Donc du coup, d'entrée de jeu, j'aimerais d'abord faire le tour de la table, poser la question à mes chroniqueurs. Qu'est-ce que l'on attend par violence scolaire? Si il venait à vous définir, c'est-à-dire que moi, petit frère, je suis en 6e, je sais que vous avez des niveaux tellement élevés, je vous pose la question, à l'école, on m'a parlé de la violence scolaire. Toi qui fais l'université, toi qui es le citoyen du monde, toi qui es monsieur Obien, toi qui es la voix de l'éloquence, qu'est-ce que la violence scolaire en français terre à terre? Le micro est ouvert. Ou bien je désigne, je fais comme à l'école. Non, ça va. Honneur aux dames. D'accord. En français terre à terre,
Certainement pas, ou peut-être pas. Oui, avec tes Mais, mots. la violence en milieu scolaire peut désigner tout type de comportement hostile ou préjudiciable, physique, psychologique, sexuel ou même encore matériel, commis par des élèves ou du personnel administratif. D'accord, donc si je t'entends bien, la violence, quand on parle de violence scolaire, ça ne fait pas seulement référence au fait de se bagarrer, mais la violence scolaire peut aussi être verbale. Bien sûr. D'accord. Le citoyen demande, qu'est-ce que tu as à nous dire? Moi, elle m'a un peu pris de court parce que j'allais aborder dans le même sens. Lorsqu'on parle de violence scolaire, on ne fait pas seulement allusion, parce qu'il faut préciser le contexte. Parce que quand on parle de violence scolaire, on parle de violence et on parle d'un milieu bien précis. Voilà, la violence à l'allure, elle se déroule. Maintenant, au sein du cadre scolaire, on peut avoir affaire à plusieurs types de violences. Ça peut être des violences physiques, ça peut être des violences verbales, ça peut être, on va parler même des violences même psychologiques, parce qu'il y a également, quand on parle du cadre scolaire, il y a les professeurs aussi, il y a les enseignants, il y a les élèves. Donc un élève peut être victime aussi d'une forme de violence venant de la part du professeur ou de l'enseignant. Dans ce cas de figure aussi, c'est une violence scolaire. En effet. La question est à se poser, à qui la faute. Je pense que dans notre contexte, on parle précisément de la violence peut-être des jeunes entre eux. Je ne sais pas si c'est de ça qu'il s'agit. Non, mais il ne s'agit pas de ça. Ça n'a pas été, mais au cours du débat, on va s'y concilier parce qu'on dit bien violence scolaire. Et quand on parle de l'école, l'école renvoie un ensemble de choses. Monsieur Obiang, vous avez encore quelque chose à rajouter? Oh non, je crois qu'ils ont tout dit. Sinon, je vais faire que répéter ce qui a déjà été dit. D'accord. Bon, d'entrée de jeu, j'ai une question à vous poser. Les parents portent-ils une part de responsabilité dans les violences scolaires? Autrement dit, les parents qui sont les géniteurs ou qui sont les garants des enfants, parce que là on parle des élèves, des enfants, est-ce qu'ils ont une part de responsabilité ou sont-ils responsables de cette violence scolaire? D'autant plus que la première des sociétés, nous dira Aristote, c'est la famille. Oui, moi je dirais que les parents jouent un rôle important dans la socialisation et l'éducation des enfants. Donc vous avez bien fait de rappeler cette définition d'Aristote. Et pour aller dans le même sens, moi je peux citer Émile Durkheim, qui lui aussi rappelle que, comment on va dire, la famille est l'agent principal. Donc elle est l'agent principal responsable de l'éducation de l'enfant. D'accord, donc Émile Durkheim, moi je pense que Durkheim en termes de chronologie vient après, vraiment des siècles après Aristote. Mais fort est de constater que c'est la même pensée. Pour dire la cellule familiale est la base. Le citoyen demande, lorsqu'on voit le contexte purement gabonais, est-ce que la famille ou les parents ont une responsabilité? Oui, les parents ont une responsabilité parce que déjà quand tu décides de te mettre avec un homme, de te mettre avec une femme, pour faire venir au monde un enfant. Cet enfant n'est pas la charge de la terre sur laquelle tu as fait venir l'enfant. C'est d'abord ta charge à toi. C'est-à-dire que même quand on prend seulement la chose du point de vue purement culturel, traditionnel, un peu, sagesse un peu ancestrale, comme je viens de le dire, c'est logique en fait. L'enfant, c'est d'abord la responsabilité de son géniteur et de sa génitrice. Ça, c'est la première des choses. Si demain après-demain, un enfant venait à commettre un forfait ou à faire quelque chose de pas bien, les premières personnes qu'on va contacter, qu'on va incriminer, c'est d'abord les parents. On parle souvent de l'éducation à rater, mal éduqué par vos parents. En effet. C'est d'abord, c'est-à-dire que même dans notre inconscient, c'est déjà arrêté, c'est déjà établi comme ça. C'est d'abord le parent. Après, on peut voir l'enfant aussi, on peut aussi voir l'environnement. Les circonstances, Mais de base, d'abord, c'est la famille. Monsieur Obiang, qu'est-ce que vous pensez? Et pour dire, est-ce que, hormis la question que vous allez répondre, je vous donne une autre question, pas pour vous charger, c'est de savoir, est-ce que les enfants d'aujourd'hui sont conscients qu'ils sont les porte-étendards de leurs parents? C'est-à-dire que quand ils sortent, ils représentent leurs parents. C'est-à-dire que par rapport aux actes qu'ils vont poser, c'est leurs parents qu'on va voir. D'accord. Et merci pour la question. Bon, déjà, pour répondre à la première question, je dirais, pour commencer, que le premier responsable, c'est d'abord l'enfant lui-même. Explique-nous. C'est-à-dire que nous sommes tous responsables des actes que nous posons.
Donc, la première personne à blâmer avant tout, c'est l'enfant lui-même. Maintenant, concernant le rôle des parents, elle est d'une grande importance. Parce que les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant. C'est-à-dire, un enfant qui reçoit une bonne éducation n'est autre que la fierté et le reflet de ses parents à l'extérieur. Merci. Je ne sais pas si on se fait comprendre. On se fait comprendre. Il y a des enfants qui subissent ce qu'on appelle une instabilité familiale. C'est-à-dire, il a un père qui n'est jamais présent à la maison. Il a une mère qui est tout le temps à la déprime. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à gérer le climat familial. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas non seulement à éduquer ses enfants parce qu'elle manque de force. Parce qu'on dit bien la mère ferme de la maison, c'est le père. Mais si déjà le père n'est pas là, il est tout le temps dans les dépôts de boissons, où il estime qu'il est suffisamment les occupé. Les dépôts de Moussungu, tout ce qui va avec. Il estime qu'il est suffisamment occupé à offrir à manger aux enfants, donc pour le reste, il ne s'en occupe plus. Donc vous voyez alors que cet enfant n'a pas de suivi. En effet. D'où la responsabilité parentale, raison pour laquelle on en accuse les parents. Ouais, ce sont eux qui sont censés d'abord donner la voie, parce que l'enfant est éduqué premièrement à la maison, ensuite à l'école, ensuite vient à la rue. D'accord. Rappelons à nos auditeurs et auditrices qui peuvent aussi partager au 0114 16 12 14, qui peuvent aussi participer, j'arrive, au 0114 16 12 14 via WhatsApp ou appel classique. Vous pouvez appeler pour donner votre point de vue ou bien vous pouvez envoyer des messages pour poser des questions aux chroniqueurs ou bien passer vos dédicaces et nous ferons la charge de communiquer vos messages. Bon, j'ai une autre question. Oui, concernant la deuxième question. La deuxième question, mais je pense que vous avez déjà répondu lorsque vous aviez dit, voilà. J'ai une autre question. La question est celle de savoir, est-ce que, parce que à la maison, il n'y a pas d'éducation, cela se manifeste ou se rend palpable à l'école? Plus que moi, je prends un exemple sur moi, je ne suis pas bien éduqué à la maison et quand je me rends à l'école, ce n'est juste, je montre seulement le fait que je ne sois pas éduqué par la violence scolaire. Bon, pour répondre à la question, c'est un cas qui se fait observer. Ce n'est pas toujours le cas, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément ça, parce qu'un enfant n'est pas suivi chez lui, qu'arrivé aussi à l'école, il sera de même. Mais dans un cas plus général, on constate que beaucoup d'élèves, beaucoup d'enfants qui ne sont pas suivis à la maison, lorsqu'ils arrivent à l'école, ont ce caractère un peu rebelle, parce qu'ils ont une frustration en eux. Et seuls les psychologues pourront mieux exprimer là-dessus, parce que lorsqu'un enfant est tellement frustré de par ce qu'il vit chez lui, et il arrive que il trouve des personnes qui sont plutôt épanouies, qui ont une certaine aisance, qui ont un certain confort familial, cela les amène à avoir des comportements quelque peu acceptables. D'accord. La voix de l'éloquence. La question c'est de savoir, est-ce que le manque d'éducation à la maison qui se percute à l'école, j'y arrive. C'est-à-dire c'est parce qu'à la maison, on manque d'éducation que le résultat se concrétise à l'école. Bon, comme l'a si bien dit Mr. Obian au départ, on a l'effet miroir. Donc, à la maison, ce qu'on me propose n'est pas forcément dans une optique d'éducation stricte et bien placée, mais vous pouvez pas attendre de moi que je partage ou bien que je renvoie une image de ce que je ne reçois pas chez moi. Donc, généralement, on renvoie ce que l'on voit ou ce que l'on nous enseigne. Donc, si chez moi, on ne m'enseigne rien du tout, je vais simplement partager ce que je vois. Qu'est-ce que tu penses, le citoyen de monde? Moi, je dirais d'une part oui, d'une part non. C'est-à-dire que oui, pourquoi? Parce que on peut être confronté à deux cas de figure. Le cas de figure de l'enfant qui subit des traumatismes à la maison et qui manifeste les conséquences de ces traumatismes-là par de la violence. Ça peut être la violence dans la rue ou en milieu scolaire. Ça, on va directement accuser les parents. Maintenant, il y a le cas de l'enfant qui reçoit deux éducations. C'est-à-dire, lui, il veut se croire le plus malin. Lui, il reçoit une éducation à la maison. À la maison, c'est un ange. C'est-à-dire que lui, là, le genre d'enfant, là, si toi, le père ou la mère, tu entends qu'il a fait X ou Y quelque chose dehors, tu vas même pas croire. Parce que l'enfant à la maison, c'est un ange. Donc, il y a aussi ce type d'enfant-là. C'est-à-dire, à la maison, c'est vraiment un ange serviable. Vraiment, tu vas là-bas, il part. Viens ici, il vient. Mais dès qu'il sort, c'est même lui le chef des bandits. C'est lui qui entraîne les autres. Il y a aussi ce genre d'enfant-là. Donc, à ce niveau, là, ça devient un peu plus sensible. Oui, je dirais que c'est relatif à chaque enfant. Parce que comme il a bien dit, il y a certains enfants qui, dans leur souche familiale, ont une certaine éducation bien stricte, voilà, bien donnée. Mais lorsqu'ils partent à l'extérieur, ils sont, on va dire,
en déphasage total avec ce qu'ils ont reçu à la maison. Ou, par exemple, comme il a dit, de l'image qu'ils rendent à la maison. Mais il y a aussi ceux-là qui sont dans une famille un peu brute, où il n'y a pas forcément de rigueur côté éducation. Mais à l'école, ne sont pas les rebelles, mais ne sont pas non plus, on va dire... des anges. Des anges aussi. Donc, eux, ils sont plutôt reclus. En tout cas, les cas vraiment varient en fonction. Et vous verrez également que ça rejoint ce que j'ai eu à dire, que le premier responsable, c'est l'enfant. Parce qu'on a le cas ici d'un enfant qui a reçu une bonne éducation de ses parents, qui a un papa qui est présent, qui a une maman qui est présente, et les deux parents font tout ce qu'il faut pour que l'enfant s'en sorte. Mais arrivé à l'école, c'est une toute autre personne. Les violents, agressifs. Donc là, dans ce cas de figure, on peut parler de deux visages d'Anna, selon la série que... ouais, si on peut dire. C'est à ce moment qu'on va maintenant... Pour l'inconnu qui ignore tout de cet enfant, il va tout de suite... Que cet enfant soit bien équilibré pour qu'il n'y ait pas de violence scolaire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Autrement dit, je pose la question de savoir, est-ce qu'on doit revoir les méthodes d'éducation au sein des familles gabonaises? Dans la mesure où certaines familles gabonaises, il y a des parents qui sont absents, on parle de famille monoparentale. Si on peut faire une étude, on dirait que majoritairement les familles gabonaises sont constituées d'un seul parent. Oui, d'un seul parent. Et bon, pas pour taper aussi seulement sur les hommes. On a, comme si on avait l'idée que les hommes sont absents, ils sont irresponsables. C'est-à-dire qu'ils font les enfants et après ils partent. Ils se désengagent. Ils se désengagent. Bon, c'est même pas tous qui se désengagent. En fait, l'attitude de l'homme africain, l'homme gabonais, selon moi, est celui que j'ai une femme. Bon, pour beaucoup d'hommes, ils se disent responsables simplement parce qu'ils ont une femme et des enfants. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a un travail, il a la femme, il va te dire je suis un homme responsable, je suis marié, j'ai ma femme et j'ai mes enfants à la maison. Mais lui-même, il est quasi absent de son foyer. Voyez un peu, pour lui, le fait de payer les études des enfants, offrir à manger à la maison, en tout cas s'assurer de tout ce qui est des tâches de loyer et tout ce qui va avec, tant qu'il a su assumer ses charges, ça va. Mais il ne participe pas proprement dit à l'éducation de l'enfant. C'est la maman qui est obligée de s'occuper de tout seul. Oui, la voix de l'éloquence. Ça, c'est un cas un peu différent parce que là, on est quand même dans le cadre de la famille au sens strict du terme. On a le père et on a la mère. Non, donc, quand je prends cet exemple, c'est-à-dire ce sont des cas que l'on enregistre au Gabon. Il y a des enfants qui ont des pères mais qui vivent comme s'ils n'en ont pas. Est-ce que vous comprenez? Ils sont éduqués par leur mère et cela pose problème. Parce qu'il y a des mamans aussi qui se disent qu'elles ne sont pas assez fortes pour assumer cela seules. Donc les enfants sont livrés parfois à eux-mêmes, ils ont une liberté absolue. Pourtant le papa est là, il est vivant. Bon, moi je vois le visage de la voix de l'éloquence, c'est comme si elle n'était pas d'accord. Vas-y, si tu n'es pas d'accord avec monsieur Obia. Dans on va dire la maison, le foyer, les tâches sont réparties d'une certaine manière. Donc on a l'homme qui subvient à toutes les charges d'un côté financière et la femme qui est chargée d'un autre côté, donc on va dire de la restauration et aussi de l'éducation. Mais bon, ça je vais pas être aussi radical en disant que c'est la logique. Moi, c'est ce qui a été présenté comme parce que la place de la femme, c'est à la cuisine. Non, la logique, excusez-moi encore, la logique voudrait que l'enfant soit éduqué par le père et la mère. C'est-à-dire que lorsque l'enfant n'écoute pas la maman et que le papa vient mettre la main sur la table, il se calme. Voilà. Ça, c'est une autre présentation. La présentation du cadre monoparental est tout autre. On a la mère qui est la mère mais qui assume les fonctions de père et de mère, donc elle va pas se déguiser en homme et puis taper du poing. C'est sa version du début jusqu'à la fin. Si on s'était suivi depuis, si on avait le temps de se suivre depuis, on aurait compris que je sais très bien ce que c'est une famille monoparentale, n'est-ce pas? Une maman qui assume. Mais il y a des foyers, je dis bien des femmes mariées où l'homme est bel et bien là, mais il est absent de sa famille. Il ne joue pas son rôle. Il ne joue pas son rôle. Il se contente juste concernant l'aspect financier, oui. Mais concernant l'éducation, c'est la maman qui devient le père et la mère pour l'enfant. D'accord, on te comprend, monsieur Obian. Le citoyen de monde. Je vais rebondir. Vraiment, tout ce qu'il dit, c'est intéressant. Hein. Vraiment, c'est intéressant. Mais moi, je pense qu'il y a un paramètre qui a été oublié. Ils sont en train de se faire se lancer les foutres là. Il y a un paramètre aussi qui a été oublié. Parce que moi, je pense, déjà, ce que dit Mr. Obian, je pense qu'il y a un fond de vérité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'absence de l'un des parents, c'est dans le cas d'absence physique, mais c'est aussi dans le cas d'absence en tant que présence. C'est-à-dire, tu es là, mais tu n'es pas là. Je pense que c'est donc parce que dans tous les cas, ça va se répercuter par un certain traumatisme ou un vide. Parce que le traumatisme naît souvent d'un vide.
qui n'a pas été comblé, mais comme on dit, la nature a horreur du vide. Oui. Voilà, il va combler ça autrement. Donc, le parent, par exemple, le père absent, il est présent, mais il est absent. Lui, ça peut être un vide parce que l'enfant a besoin de l'affection aussi parfois de son père. Mais quand tu es un père, moi j'appelle souvent ce genre de personnes, je les appelle les tuteurs. C'est-à-dire, c'est toi qui as mis l'enfant au monde, mais tu te comportes avec l'enfant comme si tu étais seulement son tuteur. Tu t'occupes de sa santé, de l'école. Ouais, tu subviens à ses besoins, voilà. en un mot. Mais l'affection que tu dois donner à l'enfant, tu ne donnes pas à l'enfant cette affection, cette chaleur-là. Ça peut causer un traumatisme chez l'enfant. On va maintenant passer du côté de la mère. Parce que la mère aussi, vraiment, la mère, c'est surtout dans le cas où le père est absent de manière physique. Vous voyez, souvent quand le père, ou voilà, ils sont séparés, bien voilà. Surtout quand il y a séparation entre le mari et la femme. Vilain comme ton père. La tête comme ton père. Le nez comme son père. Le nez comme son père. Non. Et ça là, en fait, c'est viral sur les réseaux. C'est-à-dire que il y a un sondage qui a été fait sur les réseaux où en fait on prend la santé mentale de l'enfant qui a grandi uniquement avec son père et la santé mentale d'un enfant qui grandit uniquement avec sa mère. Les enfants perturbés là, c'est souvent la plupart du temps, c'est les enfants qui ont grandi avec leur mère. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème à ce niveau. Il y a un vide que la mère ne peut pas combler. Il faut absolument que le père soit là pour combler ce vide-là. Je vois le visage de l'enfant de l'éloquence. On n'y est pas d'accord. Oui, et puis les femmes aussi, arrêtez d'insulter les enfants. C'est pas bon. C'est pas bon pour C'est pas parce qu'il t'a donné le gourmet que tu vas maintenant t'en prendre à l'enfant. Voilà. Non, mais signifiant aussi que les parents aussi, c'est-à-dire le père qui élève seul ses enfants, arrêtez aussi de cogner les enfants. Parce que on croit que l'autorité rime avec violence. Parce que il y a aussi, non, c'est pas que c'est justement. J'ai eu à échanger avec un ami il y a pas longtemps qui me faisait part que bon, voilà, l'enfant, il a demandé à l'enfant, je crois, 2 fois de pas, disons que à leur domicile, il y a une certaine montée pour aller chez le boutiquier. Bon, l'enfant n'a que peut-être 4 ou 5 ans. Donc après 2 reprises, l'enfant ne part pas là-bas. Bon, l'enfant est encore parti. Il est tout de suite pour l'enfant, il a commencé à frapper. Bon, moi j'ai dit, l'éducation n'est pas forcément celle de frapper l'enfant. Parce que en frappant, tu te dis que l'enfant te respecte, mais l'enfant aura surtout peur de toi. C'est pas faux, c'est pas faux. Ce ne serait plus du respect, mais de la peur. Ce qui fera que le jour où tu ne seras plus là, ou le jour où elle va quitter, oui. C'est-à-dire ce climat où, c'est-à-dire qu'elle quitte la zone, elle quitte de la maison pour se rendre à l'école, elle se sentira plus libre et apte à faire tout ce qu'elle veut. Parce que c'est qu'à la maison, il y a un bourreau là-bas, quand il est là, je dois me calmer. Ce n'est plus du respect, c'est maintenant de la peur, de la crainte. Et un enfant ne devrait pas avoir peur de son père. Et lorsqu'il est en dehors du cadre familial, il est plus lui-même en dehors du cadre familial qu'à la maison. C'est-à-dire à la maison, il s'adapte à ce que papa ou maman voudrait, de peur d'être chicoté. Mais quand il est dehors, il développe sa réelle personnalité. On ne dit pas qu'il ne faut pas taper les enfants, mais il faut laisser à l'enfant une marge d'erreur. Ça permet aussi de voir la mentalité de ton enfant. Parce que c'est en faisant des erreurs, tu vas corriger l'enfant, il va se recadrer. Mais si l'enfant sait déjà que avec lui là, je n'ai pas droit à l'erreur, il va tout faire pour ne pas faire d'erreur. Mais ça ne va pas arranger les choses. Parce que s'il a une mauvaise nature en lui, cette nature-là ne va pas s'arrêter à cause de ça. Au contraire, ça va se développer dehors. Ailleurs, oui. Ailleurs et surtout à l'école. Au vu de vos interventions, j'ai une question. Est-ce que le manque de discipline à l'école favorise ou fait de l'école un lieu de violence? Quand je parle de discipline, c'est je vois les surveillants. Parce qu'à l'école, ceux qui sont censés faire la discipline, bon, hormis qu'il y ait les enseignants, il y ait le censeur, le professeur, mais c'est aussi les surveillants. Je vais même m'attarder sur les surveillants parce que je fais un constat. Les surveillants qui se trouvent dans les lycées, c'est souvent des instituteurs qui ont fait leur carrière, arrivés à un âge avancé, c'est-à-dire qu'on leur envoie dans les lycées. Donc physiquement, ils ne sont plus vraiment en capacité de gronder les enfants ou même de courir derrière les enfants. Est-ce que ce n'est pas aussi un élément qui fait que la violence soit d'actualité dans les établissements? Là, on parle des lycées, de collèges, etc. D'accord, moi je dirais qu'il y a une part de responsabilité aussi venant du corps enseignant. Quand je parle du corps enseignant, c'est vraiment tout le staff là. Oui, ils ont leur part de responsabilité. Parce que déjà, les effectifs, moi j'insisterai beaucoup sur les... Parce qu'on dit que dans la vie c'est l'ordre. En effet. Le problème déjà, tu arrives dans un établissement, les effectifs dans les salles de classe sont pléthoriques. Voilà, sont pléthoriques. Comment est-ce que le professeur
va pouvoir dispenser ses cours voilà, correctement, sans voilà, bruit. avoir même voilà, un contrôle ou encore une emprise sur la salle. Parce que c'est ce qui se joue aussi dans les salles de classe. Quand on dit 30 élèves par salle de classe, c'est pour permettre à l'enseignant ou aux enseignants de voir clair, de pouvoir cibler telle personnalité et sévir quand il faut sévir. Là déjà c'est un problème. Deuxièmement, tu as parlé des surveillants. Des surveillants. Effectivement. Les gens qui ne veulent pas aller à la retraite. Tu as fait ta carrière, tu es là fatigué. Va à la retraite. Mais comme tu veux continuer de toucher le salaire, tu bascules en tant que surveillant. Mais surveillant, tu es constamment assis toute la journée. Tu touches ton salaire chaque fin du mois, mais en réalité, sur le terrain, tu ne travailles pas vraiment. Il faudrait des surveillants, voilà, pas trop jeunes aussi, parce que trop jeunes, ils risqueraient de faire ami-ami avec les enfants, mais pas trop âgés aussi, parce qu'il faut être plus ou moins dans une certaine fleur de l'âge, selon moi. Hein. D'accord. Bon, la voix de l'éloquence, attends d'abord. D'accord. Vas-y, la voix de l'éloquence. l'éloquence. Parler de discipline dans les établissements scolaires, bon, le surveillant, bon, peut-être, l'âge aussi peut-être, mais je pense que le plus important, c'est les sanctions liées au type de violence dans les établissements. Donc, je pense que on a tous constaté, la première sanction, elle est l'exclusion temporaire ou définitive. 1 semaine, 2 semaines, 3 jours, 4 jours. Et dans le pire du cas, on a celles qui sont définitives. Mais voilà, je vais parler de façon vraie. Dans mon quartier ou dans ma zone de résidence, il y a des jeunes qui ont fait, on va dire, 4 à 3 établissements l'année. Parce que certes, on parle d'exclusion définitive, mais ces élèves-là ont la capacité, ou du moins avec l'aide de leurs parents, d'intégrer d'autres établissements dans lesquels ils vont récidiver. Donc finalement, je pense qu'il faudrait peut-être revoir le type de sanctions et des méthodes d'accompagnement que l'on propose vis-à-vis des violences en milieu universitaire. Donc généralement, elles ne se font pas toujours dans les établissements. Enfin, en milieu scolaire, je voulais dire, pardon. Ce n'est généralement pas dans les écoles, dans les établissements, c'est, on va dire, dans des points spécifiques. Donc après l'école, à telle heure, on va emmener telle personne là-bas. Quand on a vu, il y a des vidéos qui circulent actuellement. Oui, ils ça se ne passe retrouvent pas dans le cadre, voilà, pour régler des comptes, affaires de bagarre. Extérieur à l'école. Et donc, dans ce type de cas-là, on se demande finalement, est-ce que dans ce type de cas, les écoles prennent des sanctions, vu que ça s'est fait hors du cadre scolaire, académique. Mais si et seulement si ce sont des élèves, ils sont en tenue, eh ben. Non, voilà, ils sont pas en tenue générale. Notons également que le conflit commence d'abord depuis l'établissement. L'établissement, en effet. Ça commence dans l'établissement pour se terminer dehors. C'est un cas. Ouais, mais si dans l'établissement, on n'a pas eu de... Bon, c'est vrai que la violence, elle est d'abord verbale, mais s'il n'y a pas eu de manifestation, donc physique ou verbale, juste, bon, on va dire peut-être... Bon, c'est toujours verbal, parce que par des menaces ou des avertissements, etc. C'est vrai que, bon, là, on a les prémices et il devrait sévir à partir de là. Oui. Mais, bon, moi, je comprends ta préoccupation, c'est que la violence change de milieu. C'est-à-dire qu'on peut commencer où elle est en puissance au sein de l'établissement ou à l'école. Maintenant, on part résoudre ou bien on part se bagarrer hors de l'établissement. C'est savoir si, par exemple, la bagarre se fait à l'extérieur de l'établissement. Est-ce que l'école est toujours habilitée à sanctionner les élèves? Les autorités elles-mêmes qui prennent. Bon, moi, me concernant, si vous venez à me donner mon avis, je sais que c'est pas humble, mais mon avis humble, c'est que, en fait, il y a le relais. Si on n'arrive pas à sanctionner à l'école, je pense que si ça se fait dans la rue, c'est les autorités en place ou la police, etc., qui va prendre le relais. Le citoyen de Montchak, ce va dire. Oui. Désolé le citoyen. Vas-y. Sinon ça va partir. Voilà. Donc, je tenais déjà à rappeler d'abord que les violences scolaires, proprement dites, de manière générale, l'observation faite est qu'elles se fait dans des établissements publics. Ça, c'est le constat que je vais faire. La majeure partie des élèves que je vois, je ne verrai pas dans une école conventionnée ou dans une école française des élèves qui sont battus à la sortie des cours. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de suivi. Il y a des mécanismes, il y a des institutions au sein de nos établissements dont des gens sont là, mais ils ne font pas leur travail. Par exemple, on a un bureau des affaires sociales au sein de nos lycées publics. Ces personnes-là sont des psychologues qui sont censés savoir cerner quand un élève vit un mal dans sa maison. Comme l'a fait comprendre le citoyen des mondes, nos salles de classe ont des effectifs pléthoriques, ce qui fait en sorte que l'enseignant a face à lui une classe qui est censée recevoir 30 à 35 élèves, il est peut-être à 120, 130 élèves. Donc il ne sait plus qui est qui tellement, nous sommes là tous comme des petites fourmis. Donc quelqu'un par exemple qui est en train d'exprimer, parce que le mal il s'exprime depuis le visage de l'enfant. Tu sais que cet enfant-là, il y a quelque chose. Hein?
il ne peut pas le dire ouvertement, mais par l'expression de son visage, on saura que ce dernier vit quelque chose. Oui, Il vit des situations terribles. Terrible. Et à ce dernier, si celui-ci avait cette possibilité, il aurait pu alerter, on aurait amené cet enfant au bureau des affaires sociaux, et ce dernier aurait eu le temps d'échanger pour prévenir le mal, ce qui n'est pas le cas. Et si parfois même, c'est ce dernier, lorsqu'il manifeste une quelconque colère, la chose qu'on trouve mieux à faire, c'est quoi? Sors de mon cours. Oui. On ne cherche pas à comprendre. Qu'est-ce qui amène l'enfant à avoir une telle réaction? Pourquoi cet enfant perturbe trop le cours? Il y a des raisons. C'est pas qu'il aime le faire, mais parfois c'est une certaine frustration venant de la part des élèves. Et c'est un constat que j'ai fait dans les écoles publiques. D'où la responsabilité de l'établissement. Le corps enseignant ne fait pas correctement son travail. Parce que après les parents, l'établissement, l'école également est censé éduquer les enfants. D'accord. Le citoyen de Montréal a quelque chose à dire. Non, il a totalement raison. Il m'a pris de court. Parce qu'il faut dire, pour revenir sur les services sociaux, dans des établissements dignes de ce nom, des vrais établissements, les services sociaux, un agent du service social au sein d'un établissement ne reste pas dans le bureau. Voilà. Il doit faire de temps en temps des rondes dans chaque salle de classe pour sensibiliser. S'il y a un enfant qui rencontre des soucis, des problèmes et tout, rapprochez-vous du service. Donc là, tu prends même correctement, même si tu peux ça voix calme. Il est dans le personnage. Tu te mets dans le personnage, dans la peau de... Voilà, souvent ce sont des femmes qui savent bien parler, vraiment qui savent mettre en confiance les enfants. Mais ça ne se fait pas. Parfois les élèves, il y a des élèves qui ne savent même pas où se trouve le service social dans l'établissement. Donc en fait c'est un manque de publicité aussi du service social au sein de l'établissement. Ils font pas leur travail. Et parler aussi parler aussi des psychologues, parce qu'il y a le service social, mais il y a aussi des psychologues ou des conseillers d'orientation. Tous travaillent, en fait, ils sont dans ce même service. Dans nos établissements, on a l'impression que les affaires, le service social, c'est plus les psychologues qu'on retrouve là-bas, les conseillers d'orientation et tout ce staff-là, ils sont tous dans le même bureau. Bon, lorsque le monsieur Obiang a parlé, il a suscité quelque chose en moi, une question. Il a dit la distinction qu'il a pu faire entre les lycées publics et les lycées, on peut dire privés ou conventionnels, si c'est, on peut appeler comme ça là. C'est-à-dire qu'il y a trop d'indiscipline ou trop de violence dans les écoles publiques. Maintenant, moi, la question que j'aimerais vous poser, le programme éducatif actuel prend-il en compte les questions de la citoyenneté et du vivre ensemble pour lutter contre cela? Parce que la violence, si tu es un enfant violent, c'est que tu ne prends pas en compte le vivre ensemble ou la citoyenneté. Parce que dire que je vis en société avec l'autre, il y a tel acte que je dois poser et tel acte que je ne dois pas poser. Est-ce que au sein des programmes de l'éducation, est-ce qu'il y a des matières ou des disciplines qui nous amènent à être au moins ou au minimum droit? En gros, tu veux parler de l'éducation civique? Mais oui, l'éducation civique, parce que l'éducation civique, on peut dire dans une certaine mesure, c'est une solution à la violence scolaire. Parce que dans les cours d'éducation civique, qu'est-ce qu'on nous apprend? Ça se comporter. Mais hormis l'éducation civique, est-ce qu'on revient encore là-dessus ou est-ce que les cours sont encore d'actualité aujourd'hui au Gabon, dans les lycées ou dans les collèges? Encore que l'éducation civique, moi je me rappelle, je suivais ce cours depuis l'école primaire. Hein. Il y avait ce qu'on appelait IC, si je me trompe pas. C'est comme ça qu'on appelait ce cours. Instruction civique, voilà. On voyait ça. Aujourd'hui, je sais pas. Déjà que, bon. Je pense que ce n'est plus, est-ce que c'est encore d'actualité? Bon, moi je ne veux pas m'avancer, mais moi je pense que lorsque j'ai quitté le lycée, on faisait IC de la 6e jusqu'en 3e. Maintenant, à partir de la seconde jusqu'en terminale, il n'y avait plus IC parce qu'on se disait que l'enfant a bien assimilé ses cours d'IC, il sait déjà se comporter, il sait vivre en société. Et puis dans certains établissements, ils ont même des notes en bonne conduite. Hein. Oui. Bon, ça tombe même bien dessus. Sur quels critères on note même la bonne conduite? La présence au cours, l'assiduité de l'élève, sa politesse. Je crois que c'est tout ça les facteurs qui... Est-ce que c'est sûr réellement? Parce que moi je prends mon cas. Moi je prends. Pourquoi au moins ça permet de, parce que la surveillance elle est circonscrite, je peux dire ça comme ça. L'enseignant quand il est en salle de classe doit faire sa part. Donc lui sa part dans la salle de classe, ça peut être d'observer le comportement de chaque élève. Ça, tu vois que même si l'enfant dehors il a des appréhensions à mal se comporter, au moins quand il est en classe, il va bien se comporter. Et puis, ça peut être le surveillant qui prend le relais, et ainsi de suite. Il y a aussi un point que je tenais également à souligner, parce qu'avant, les élèves respectaient les enseignants à cause du comportement des enseignants. De nos jours,
on constate que, excusez-moi de l'expression, hein, beaucoup de pédophiles se cachent dans l'enseignement. Si je peux m'exprimer ainsi. Bon, là, on parle ici de violences Non, sexuelles. c'est-à-dire que, si par exemple, tel élève, une jeune élève de classe de 5e qui n'a à peine que 14 ans, 15 ans, sort avec un enseignant, ou que cet élève-là a été placé par un autre élève, bon, vous imaginez que ce dernier aura quel respect pour l'enseignant? C'est pas faux, c'est pas faux. Donc, ça fait partie aussi des facteurs qui amènent parfois l'indignation des élèves envers des enseignants. Parce que moi, je t'ai vu des élèves qui se battent avec des enseignants, chose qui n'existait pas avant. Parce que les enseignants savaient mettre des limites dans la relation élève-enseignant, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qui est remis en cause dans une certaine mesure aussi, c'est l'image de l'enseignant. Oui, l'image de l'enseignant également est remise en cause. Le citoyen du monde. Il faut dire que parfois aussi, on va revenir sur le cas de l'absence de la figure paternelle. Parfois, c'est l'absence de la figure paternelle à la maison, vu que l'enfant, il n'a pas dans son esprit la représentation de ce que c'est qu'un homme, un père. Donc, arriver dehors, face à l'enseignant, il ne verra pas dans l'enseignant un père. Donc le respect. Si l'enseignant aussi ne se comporte pas en tant que père, oui, si l'enseignant envers aussi, cet ça, élève. C'est un cas de figure, mais dans l'autre cas de figure, il y a ceux dont je parle. Mais moi, j'aimerais savoir quelque chose. Il y a aussi, là, on parle de l'enseignant qui va vers l'élève, mais il y a aussi des élèves, surtout des élèves garçons, qui ont ce courage d'aller faire la cour à des enseignantes. Bon, moi, je n'arrive pas à comprendre. Ça, là, naît aussi de quoi? Qu'est-ce qui amène ces élèves-là? Là, ce n'est plus le manque de respect ou quoi. Bien mais il y a sûr. des gens qui ont ce courage-là, ou des élèves qui ont ce courage-là de s'avancer, d'aller vers son enseignante et commencer, bon, vulgairement, quand on dit draguer. Comme on dit aussi, c'est le suivi. Un enfant qui n'a pas de suivi n'a pas de limite. Mais je remercie encore parce qu'il faut respecter les enseignantes parce que très peu d'enseignantes acceptent ces avances. Ce qui n'est pas le cas des hommes. Étrangement. Donc, bon, il faut être honnête. Certains, Il faut certains, être honnête. on reste pas général. Non, oui, certains, mais de manière générale, vous verrez, moi j'ai été victime au lycée. J'ai été victime de ça, d'un enseignant qui avait décidé de me faire la guerre sous prétexte que la fille qu'il visait était fan de moi. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des réalités que d'autres élèves également vivent. Mais chez les femmes, par contre, lorsqu'un élève s'approche d'elle pour faire la cour, elle remet l'élève à sa place. Écoute, je suis ta maman, je suis ton enseignante, tu n'as pas... la voix de l'éloquence, je viens à toi, toi qui es femme, la seule femme sur le plateau, et merci d'être là. J'aimerais savoir, est-ce à dire que l'homme est plus faible, ou la chair de l'homme est plus faible que la chair de la femme, au vu de ses propos? Bon, je ne pourrais m'avancer sur des conclusions hâtives. Mais du constat qui a été également fait de mon côté, il y a une part de responsabilité des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui vont vers des enseignants qui adoptent une attitude de séduction pour avoir en contrepartie, on va dire, des notes. Des points. Là, on parle de moyenne sexuellement transmissible. Un traitement de faveur. En voilà, effet. et dans l'autre sens, on a des enseignants qui vont vers des élèves. Et ce qu'on doit bien retenir, c'est que ça ne dépend pas forcément de l'attitude, que ce soit de l'enseignant ou de l'élève. Parce qu'il y en a qui font la cour à des voilés, alors que bon, la plupart, c'est vrai que c'est pas strict comme en Iran, on va dire, on va pas que leurs yeux, mais c'est des personnes qui n'ont pas pour habitude ou pour coutume de mettre en avant leur forme et tout. Donc. Bon, maintenant, côté, est-ce que, la question qui me vient à l'esprit, est-ce que l'État prend vraiment en compte la violence scolaire au Gabon? Est-ce que l'État met quand même des dispositions en place pour que on ne puisse plus arriver là ou pour lutter contre les violences scolaires? Bon, lutter de façon stricte contre les violences scolaires, je dirais que comme mécanisme, c'est des mesures d'accompagnement. C'est-à-dire, lorsque l'établissement n'est plus en mesure de gérer la situation, enfin, on passe le relais à l'État. Et donc, l'État, c'est qui? Les officiers de police judiciaire qui se chargent d'appréhender ces jeunes-là. Moi, je pense que l'État ne joue pas suffisamment son rôle. Voilà, j'assume ce que je dis. Vas-y. Suffisamment, c'est que l'État joue, mais juste dans une certaine mesure. Et c'est ça, pas suffisamment son rôle. Dans une certaine mesure, c'est-à-dire, parce que moi, perso, je vois vraiment pas. Voilà, moi je pense que l'État... Parce que la question c'est de savoir, l'État prend-il vraiment la mesure de la violence scolaire au Gabon? Moi je dis que l'État... Parce qu'il devrait y avoir plus souvent de campagnes de sensibilisation sur le sujet, ce qui n'est pas le cas.
l'État devrait former plus ou moins le corps des surveillants, comme vous l'avez si bien dit, à être toujours prêt à intervenir en cas de ce genre de choses. C'est pas du tout le cas. Il y a plusieurs secteurs dont l'État ne... Bon. D'accord. Le citoyen demande, vas-y. Déjà même... C'est toi qui parles. Hein? Oui, l'État ne joue pas suffisamment son rôle parce que il faut adapter, on va dire ça comment. Quand tu es en face d'un ennemi, je parlais terre à terre, quand tu es en face d'un ennemi, tu adaptes le style de combat. Mais force est de constater que dans nos établissements, moi j'ai l'impression que l'État est même dépassé par ce qui se fait. Parce que quand on parle de violence en milieu scolaire, il y a plusieurs choses. Il y a aussi la vente des stupéfiants, la consommation des stupéfiants, en effet. Ce genre de choses. Il y a pas. En fait, c'est des réalités qui ont évolué au fil des années. Mais est-ce que l'État a pris des dispositions pour s'adapter à cette évolution des choses-là? On a parlé des moyens sexuellement transmissibles. C'est une forme de violence. Parce qu'il y a des filles qui ont cette mentalité-là, qui sont faibles psychologiquement. Elles se font même souvent harceler. Voilà. Mais pas elles se font. Il y a plusieurs qui se font harceler, effectivement. Non, il faut toujours parler au continu. Même les garçons aussi. Nous aussi, on se fait harceler. Parce que l'État, est-ce que... On parle même en termes de... Quand tu vas dans un établissement, tu arrives pour revenir au cas du service social, ils sont souvent peu. Ils sont pas nombreux. Et j'aimerais aussi... Par exemple, un établissement, vraiment, tu vas prendre un établissement comme Léamba. Parfois, ils sont pas nombreux. Mais comment ils vont faire pour couvrir tout l'établissement? Où j'étais au lycée, on les comptait même. Hein. Parfois, même les services sociaux là-bas, la dame, elle ne venait presque pas. Elle avait des jours où elle venait, des jours, peut-être 2 fois dans la semaine qu'elle était là. Déjà qu'elle couvrait à elle seule 2 établissements. Elle était seule. Donc, d'où la part, comme dit le citoyen du monde, l'État ne joue pas son rôle. C'est ça, non? Oui, elle couvrait à elle seule 2 établissements. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. L'État ne joue pas suffisamment son rôle. Voilà, Moi, je pense que l'État est resté dans les B.A.B.A. Surveillant, enseignants, services sociaux, c'est tout. Ils font ce qu'ils peuvent, mais pour l'instant, on aimerait qu'ils en fassent un peu plus. Moi, je pense qu'au stade où on en est, il faudrait même, excusez-moi pour la radicalité, mais même une police des mœurs. Voilà, un détachement de la police des mœurs dans nos différents établissements pour veiller vraiment au respect des mœurs et coutumes dans nos établissements. À te suivre. Est-ce qu'on doit militariser un peu aussi, souvent même nos établissements là? Non, quand je dis militariser, attends, je veux aller jusqu'au bout. Apporter un peu plus de discipline, de rigueur. Là, je parle au sens du militaire. On sait que le militaire de base, a priori, j'utilise bien ce mot, a priori, c'est une personne disciplinée qui est soumise aux règles, qui respecte les règles. D'accord. Moi, je pense que tout ça, ça rentre dans ce dont je parlais. Parce que j'ai parlé du mal. Lorsqu'il y a un mal et que le mal prend une forme nouvelle, il faut adapter aussi le style de combat. Moi, je pense que ça peut rentrer dans ce contexte-là. Parce que le mal a évolué. Donc, aujourd'hui, si on parle de violence en milieu scolaire, on fait référence aux stupéfiants, ce genre de choses. Je pense qu'il faut... Mais aussi aux armes blanches, aux couteaux. Il faut quelque part militariser aussi pour apporter un peu de discipline. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes ne sont plus disciplinés. Nos petits frères ne sont plus disciplinés. Ouais, en effet. Bon, maintenant, j'ai une question. Avant d'aborder la question, je rappelle aux auditeurs auditrices de Radio Ubuntu que vous pouvez intervenir en appelant au 0114 16 12 14. Je répète, 0114 16 12 14. Maintenant, j'ai une question avant qu'on ne parte en pause. C'est de savoir quelle politique publique devrait être mise en place pour prévenir et gérer la violence scolaire. S'il arrivait à ce que toi, tu puisses un jour, on ne sait pas où sortir de l'on peut t'appeler, toi le citoyen du monde, toi qui as parlé ainsi, viens, tu as un poste de responsabilité. Quelles sont je peux dire des solutions dans l'immédiateté ou à long terme que tu pourrais souffler à l'oreille peut-être de la ministre de l'Éducation nationale ou au président de la République, selon toi? Moi je pense, la première chose, c'est vrai que le chef de l'État fait déjà, mais il faudrait faire encore plus parce que le mal est profond. En effet. Donc on ne peut pas faire au degré en fait que le chef d'État est en train de faire. Il faudrait faire un peu plus parce que on a accumulé des années de souffrance, d'accumulation de violence, de problèmes même. Voilà, de problèmes. Donc, il hérite d'une montagne de problèmes à régler. Et je pense qu'il ne faudrait pas les régler comme s'il s'agissait de 1, 2, 3 problèmes qui étaient sur la table. Il y en a beaucoup.
Et ça veut dire qu'il faut vraiment se mettre au travail. Et donc par rapport à ça, la première chose que moi je pourrais donner comme conseil, c'est déjà de construire davantage des établissements pour limiter les effectifs pléthoriques. Il faut former davantage les enseignants, parce qu'on manque aussi à ce niveau-là. Il faut former, et moi j'insiste beaucoup sur la police des mœurs. Il faut créer un détachement, voilà, de la police des mœurs qui ira s'occuper spécifiquement de nos cas qu'on a dans les différents établissements. Parce que comme on dit, surtout les établissements publics. Parce que l'établissement public, c'est l'établissement, voilà, on va dire, du pauvre. Et c'est l'établissement, pour ne pas te couper, excuse-moi, c'est aussi l'établissement où l'État doit avoir plus de regard, parce que c'est l'établissement de l'État. La voie de l'éloquence. Quelles sont les résolutions, des solutions que tu peux apporter si on te met, peut-être tu prends d'ici demain, je souhaite ça, parce que moi je serai conseiller, que ministre de l'Éducation nationale. Des solutions ou des pistes de solutions. Contre la violence en milieu scolaire, je dirais rappeler à la sensibilisation. Beaucoup de sensibilisation et insister là-dessus. Parce que ces dernières années, je n'ai pas vraiment vu de sensibilisation sur la violence en milieu universitaire, je devrais dire. Pourtant, tu es toujours dans l'université, on te dit la Pardon, scolaire, j'ai du mal. Ouais, on comprend. Monsieur ou bien tu n'as pas fini. Non, oui, juste la sensibilisation et aussi mettre en place des sanctions vraiment strictes et radicales vis-à-vis de ce type de comportement afin d'éviter ces... J'aimerais savoir, est-ce que vous êtes en faveur d'amener la chicotte aussi au collège et au lycée? Parce que la chicotte, le temps où la chicotte était encore, parce que là, la chicotte n'est plus, c'était au primaire. Parce que quand je vous écoute, le citoyen du monde et toi la voix de l'éloquence, je vois plus de radicalité. Je vois, est-ce que vous êtes d'avis d'apporter dans une certaine mesure la chicotte aussi? La chicotte, oui, ça a fait ses preuves dans les années antérieures et je pense qu'il y a d'autres sociétés qui l'utilisent encore. On va dire, on va prendre le cas des pays à côté, le Bénin et le Togo. Donc jusqu'en terminale, je pense au lycée, il y en a où on tape encore des élèves, donc pour amener une certaine rigueur. Et on voit que vis-à-vis des résultats, ces résultats-là montrent vraiment que la technique elle est performante. Par rapport au Gabon, je sais pas trop. D'accord, donc tu vas pas t'avancer là-dessus. Le citoyen du monde, qu'est-ce que tu penses? Bon, comme je disais, je reste dans ma posture d'adapter les solutions en fonction des réalités. Et je pense que la chicotte, dans une certaine mesure, parce que la chicotte aussi, il y en a aussi qui abusaient quand même. Donc, dans une certaine mesure. Monsieur Obian. Peut-être dans les classes de primaire, on peut garder ça en primaire, mais au secondaire. Tu ne vois pas l'utilité. D'accord, monsieur Obian. Je me disais que mon tour serait peut-être demain. Non. Parce que là, c'était chaud, là. Bon. Je peux pas prétendre faire mieux que l'État. Bon, tout ce que j'ai à dire, c'est que les mesures sont déjà là. Sincèrement, l'État gabonais a déjà mis en place des institutions qui sont là pour ça. Donc, tout ce que moi j'aurais à dire, c'est que ces institutions affirment et fassent bien leur travail. Que si tu es là, si toi, on t'a appris que tu es psychologue ou bien tu es assistante sociale, tu es là pour sensibiliser et conseiller les élèves. Fais ton travail correctement. Rends-toi tous les jours au boulot. Sillonne les classes de classe. Parle, sois ouvert avec les élèves. Aux surveillants également de prendre leur travail avec le plus grand sérieux. Ouais, c'est tout ce qu'on demande. D'accord, sinon que chacun fasse son travail. Et les choses iront bien. D'accord. Rappelez aux auditeurs qui peuvent intervenir au 0114 16 12 14. Posez vos questions, envoyez vos dédicaces, mais aussi appelez. Nous partons en pause et nous revenons dans 5 minutes. Une vision et des valeurs. La tribune culturelle des jeunes, c'est l'espace d'expression de toute une génération. Culture, politique, société, on en parle profond et on en parle ensemble. Tous les mardis et vendredis de 14h à 15h30 et en rediffusion jeudi et samedi à 14h sur Radio Ubuntu, la radio qui te ressemble et te rassemble. Parce qu'un jeune éclairé, c'est un peuple debout. La tribune culturelle des jeunes, la jeunesse prend la parole et elle ne la rendra plus.
Les ménéros sont tendus comme des lions affamés. Ceux qui nous attendent vont bientôt la fermer. On est venu pour marquer le temps. Mon style est nerveux, papa. Le tien est merdique, ata. Venu pour faire feu, super flow. Un amalgame du rouge et du kaolin blanc sur un visage du pareil d'Akanda. Mes ancêtres, ma culture anime, minati miami mikanga. Mwango, mwangaye, mwango, mwangaye.
Je suis un ganga michoko disumba, reconnexion dans Dibora Kumbu, Mwana Kudu, Gindo Tanda, Gindo Tanda, Gindo Tanda, Gindo Tanda, Yayo, Mano Yobema, Kumwadi Benga Yobema, Gabegana Yobema, Ye Kumwadi Benga Yobema, Mano Yobema, Kumwadi Benga Yobema, Gabegana Yobema, Ye Kumwadi Benga Yobema, Mwango, Mwanga Ye, Mwango, Mwanga Ye, Mwango, Mwanga Ye, Mwango, Mwanga Ye. Les deals ne marchent pas, tu as vendu ton âme dans le Poutoulou. Oya Basenganga, passé. Ta femme ne te trompe pas, elle dort dans les défauts de Moussungu. Oya Basenganga, passé. Le vin ne te change pas, c'est toi-même qui veux seulement déranger. Oya Basenganga, passé. Manondo yobema, kumwadi benga yobema, Gabegana yobema, Ye kumwadi benga yobema, Manondo yobema, kumwadi benga yobema. Chers auditeurs et auditrices de Radio Moutou, nous sommes de retour dans le cadre de notre émission La Tribune culturelle des jeunes. Aujourd'hui, le sujet qui engage la jeunesse, c'est la violence scolaire. À qui la responsabilité? J'aimerais savoir d'entrée de jeu, est-ce que notre culture valorise-t-elle encore le respect, la discipline et la solidarité, étant entendu que nous sommes issus des cultures bantoues? Le citoyen de monde, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que nos cultures valorisent encore le respect? Le respect, la discipline, la solidarité, étant entendu que nous sommes issus des cultures bantoues. Moi, je pense que nos cultures valorisent toujours, mettent toujours en exergue avant ou en avant ces valeurs-là. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nous les mettons encore en valeur? C'est-à-dire, est-ce que nous on met encore en valeur nos cultures, nos parents et autres dans nos établissements, dans la société? Est-ce que nous on met encore en valeur? Est-ce qu'on reconnaît encore ces valeurs-là? Ou l'autorité encore de ces valeurs? Ou bien est-ce que ces valeurs sont encore transmises? Voilà, et par rapport à ça, moi je pense qu'on est en perte de mémoire par rapport à ça. Voilà, donc ça Monsieur Obiang, qu'est-ce que tu penses? Bon, c'est pour rejoindre la logique des citoyens des mondes. Parce que l'enseignement de notre culture a toujours été la même, hein. Elle n'a jamais changé. Le respect des aînés, le respect de la maman. C'était encore quoi le thème, s'il vous plaît? Notre culture, oui. Le thème de l'émission, la question, je voulais dire. Notre culture valorise-t-elle encore le respect, la discipline, la solidarité? Bon, pour répondre simplement, je dirais oui. Elle valorise toujours. C'est juste qu'actuellement, les instruments tels que les médias et autres ne nous aident pas dans la distribution de l'information de ce que nos cultures ou notre culture enseigne. Maintenant, à la suite, j'aimerais savoir, les jeunes se sentent-ils toujours encadrés par les valeurs traditionnelles ou celles-ci sont en perte d'influence? La voix de l'éloquence, qu'est-ce que tu penses? J'aimerais savoir, la jeunesse ou les jeunes se sentent-ils encore toujours encadrés par les valeurs traditionnelles ou celles-ci sont-elles en perte d'influence? D'accord. Est-ce que les jeunes se sentent toujours encadrés par la culture? Les valeurs culturelles. Par les valeurs culturelles. Ou bien les valeurs culturelles aujourd'hui sont en perte d'influence? Parce que, autrement dit, qu'est-ce qui guide les jeunes aujourd'hui? Ou qu'est-ce qui nous guide? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes aussi des jeunes. On ne parle pas seulement des jeunes, on parle de nous tous. Qu'est-ce qui nous guide? Ce qui guide les jeunes aujourd'hui, c'est la mondialisation. En effet. Je dirais que les jeunes, pour prendre le cas du Gabon en particulier, sont détachés de ces valeurs-là. Donc, beaucoup, pour parler du cadre des ethnies, beaucoup ne connaissent pas forcément leur langue ou leur village ou leur culture, voilà. Tout le monde est un peu poussé vers la mondialisation. On est plus vers l'extérieur. On adopte beaucoup plus les attitudes ou les habitudes de l'Occident par rapport à ce que nous on a comme valeur. D'accord. Donc du coup, moi je voudrais dire même, j'irais plus loin en disant que les jeunes actuellement ignorent leur identité. Parce qu'un peuple s'identifie par sa culture. Aujourd'hui, on adopte les cultures des autres, à savoir l'Occident, comme l'a dit la voix de l'éloquence, la mondialisation.
On prend pour exemple ce qui vient d'ailleurs, on oublie ce que nous-mêmes nous avons ici. Et la responsabilité n'incombe pas qu'aux jeunes. L'État également a sa part de responsabilité. Les parents aussi? Les parents aussi, j'en venais même, les parents aussi ont leur part de responsabilité. Figurez-vous qu'aujourd'hui dans plusieurs foyers gabonais, très peu de parents parlent la langue à leurs enfants. En effet. Parce que la langue, pour signifier aux auditeurs, auditrices et à tout le monde, c'est que la langue est le canon ou le véhicule par lequel est transmis les valeurs. Bien sûr. Parce que si tu ne parles pas ta langue, comment vas-tu te connaître? Vous allez voir un jeune Gabonais, fan de son état, qui va te parler le fan, comme s'il parlait, je sais pas, comme si c'était pas de lui, quoi, comme si c'était pas de chez lui. En fait, pour rebondir, comme tu disais, la langue c'est le canon de transmission. Pourquoi? Parce que les proverbes, les conseils et autres, les contes, les légendes, d'où on retire même des morales, c'est-à-dire des morales de vie, comment il faut vivre en société, dans ces contes-là, se donnent souvent en langue. Et chaque ethnie, chaque langue a des contes propres à sa tradition, à son ethnie. Le fait d'être en contact avec ces contes-là, ces légendes-là, ces proverbes-là, ça avait quelque chose, ça avait une vertu éducative chez les jeunes. Mais aujourd'hui, force est de constater que ce n'est plus le cas. Et voilà, donc en fait, à vous suivre en un mot, c'est-à-dire que dans les contes, il y a des héros au sens où on peut s'identifier à eux, s'identifier dans le sens où je sais que dans tel conte, on a dit que il faudrait que je fasse preuve d'humilité pour réussir dans la vie. Dans tel conte, on m'a dit qu'il faudrait que je fasse preuve de respect envers des aînés pour réussir dans la vie. Effectivement, parce que dans chaque conte, à la fin de chaque conte, il y a une morale qu'on ressort. Et la morale qui est ressortie du conte, c'est souvent une indication sur comment tu dois vivre, sur comment tu dois te comporter dans telle ou telle situation. La voix de l'éloquence, as-tu un mot à dire? Juste rajouter qu'aujourd'hui c'est un peu hypocrite de pointer du doigt à la jeunesse et de dire que celle-ci tourne le dos à sa culture. Pour parler du cas de la langue, si dans un foyer, mis à part les 1 mois ou les rares périodes où je vais en vacances chez mes grands-parents, si dans la souche familiale on parle que du français, à quel moment l'enfant lui s'imprègne de sa langue vernaculaire si devant lui les personnes qui sont censées faire le relève, donc assurer la transmission, elles-mêmes sont beaucoup plus sur le français que sur la langue. Donc, excuse-moi, tu te rends même compte que une autre forme encore d'aberration, c'est qu'aujourd'hui même les contes ont été traduits en français. Donc c'est pour montrer encore à la quel facilité, point, à quel point on se détourne de notre identité, comme disait Mister Obian, on se détourne de nous-mêmes pour s'adapter à quelque chose. On ne dit pas qu'il ne faut pas prendre, mais il faut garder en tête que ça ne vient pas de nous, ce n'est pas nous. Donc, pour répondre à la question, si je peux résumer, ne jetons pas la responsabilité aux jeunes. En effet, les jeunes, la réponse à la question c'est oui. Les jeunes ne s'identifient plus à leur culture. Et pourquoi? Parce qu'ils sont peu informés, parce que leurs parents leur offrent peu d'informations. Le ministère de la Culture, qui est censé aussi promouvoir la culture gabonaise, est quasi... Et beaucoup plus porté sur l'art. Voilà. Bon, oui. Donc ça voudrait dire que si je comprends bien, il y a eu une rupture en termes de transmission. Parce que les parents, ils sont portés par certaines valeurs, ils n'ont pas transmis cela à leurs enfants. Parce que quand à vous entendre parler, c'est un peu ça. Parce que les enfants aujourd'hui, si... Non seulement les parents ne transmettent pas, mais il y a plusieurs canons. Il n'y a pas que les parents. Parce que les parents aussi font ce qu'ils ont trouvé. Si un parent, tu as grandi dans un foyer où on t'expliquait rien de ta culture, parce qu'il y a ceux-là qui sont là à l'étranger, qui ont passé presque toute leur vie là-bas, lorsqu'ils reviennent au pays, ils sont peu informés sur leur culture, leurs parents ne leur en disent rien du tout, l'État gabonais aussi ne promouvoit pas la culture gabonaise, parce que dans nos médias, très peu d'émissions passent, nous expliquent réellement sur les fondements de notre culture. Mais la tribune culturelle des jeunes est là, plus que nous là en ce moment. La tribune culturelle des questions qui engagent la jeunesse en rapport avec la culture. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. J'ai dit très peu. En effet. Vous comprenez? C'est-à-dire que de manière générale, on observe plus. Ok, la tribune des jeunes est là, c'est vrai, mais on en compte combien? C'est ça aussi. Si on en arrive même encore dans le cas des établissements. Combien d'établissements aujourd'hui enseignent
voilà, les langues maternelles. Bon, là, ce n'est pas les établissements. Bon, quand on parle d'établissement public, c'est l'éducation nationale qui doit réellement mettre ça en pratique. Mais encore que pour en venir même, je remercie aussi le comportement de certains enseignants, parce que je me rappelle, moi, quand j'étais au lycée, je crois que ça se fait toujours. Vers la fin d'année, il y a des enseignants d'histoire, hein, si je ne me trompe pas, qui demandaient aux élèves d'exposer sur certaines traditions, sur certaines de leurs traditions. Mais je pense pas que c'était dans le programme scolaire. Ouais, c'était pas dans le programme scolaire. Il y avait même certains enseignants qui faisaient des sketchs. Des sketchs en rapport avec la tradition. Oui, c'est plus relatif à, on va dire, à l'enseignant. Je l'ai fait en seconde et des secondes avant, moi aussi le faisais. Nous tous, nous l'avons fait en seconde. Oui. Bon, maintenant, j'aimerais savoir, vous imaginez que si un tel engagement vient des enseignants, mais le ministère... Ouais, je comprends. Complètement désengagé. Ça ne peut pas aller loin, en fait. Ça ne peut pas aller loin. Donc, on va rappeler au gouvernement, par le canal du ministère de la Culture, de promouvoir un peu la culture gabonaise, parce que la culture gabonaise est tellement riche. Elle est riche dans nos établissements. Oui, dans nos établissements, elle est riche en ce sens que c'est une culture qui regorge un ensemble de cultures. Parce que d'après les informations qu'ils nous ont données, par des savants ou bien des scientifiques qui ont fait des recherches dans ce sens, qu'on a près de 50 ou une quarantaine d'ethnies au Gabon. 52. Et toutes ces ethnies, donc la voix de l'éloquence dit même 52, et toutes ces ethnies-là renvoient des civilisations bien précises. Avant d'être des citoyens gabonais, nous sommes d'abord des citoyens ethniques. Donc, il convient à ce que chacun de nous puisse se réapproprier d'abord ces valeurs. Parce que moi, je pense, là, si il m'était donné de donner mon avis, je pense que si chacun de nous on part d'abord vers notre identité, je pense que ça pourrait alléger ou réduire la violence. Oui. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que la société gabonaise d'aujourd'hui banalise-t-elle la violence dans le quotidien? Je pose cette question parce que quand on voit deux personnes en train de se bagarrer, ce qui nous vient à l'esprit, alors d'aller séparer, c'est d'abord filmer. Est-ce qu'on banalise aujourd'hui la violence? Ou bien je vois deux enfants en train de se bagarrer parce que c'est pas mon enfant, je ne vais pas. Alors que dans nos sociétés, on dit en fait, l'enfant appartient à tout le village. Si je vois une fille, désolé de peut-être prendre cet exemple, elle n'est pas bien habillée, moi je m'en fous du moment où ce n'est pas mon enfant. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que le fait aussi qu'elle s'habille aussi comme ça, c'est une violence. Est-ce qu'aujourd'hui, on banalise, ou la société générale, en général banalise la violence? Je dirais que oui, elle est quelque peu un peu banalisée. Donc en fait, l'expression qui ici est là, qui regroupe tout ça, c'est l'individualisme. C'est-à-dire que avant, on avait comme vous l'avez si bien rappelé, la solidarité, la communauté. Donc, l'enfant naît dans un certain contexte, dans un quartier ou dans une cour, et cet enfant-là, on dit, il n'appartient pas simplement à sa mère ou à son père, mais l'enfant appartient également à toute la communauté. C'est-à-dire que les décisions ou les remarques viendront de tout le monde. C'était une façon de ramener la responsabilité de tout le monde, parce que l'enfant n'est pas uniquement sous la responsabilité de ses parents. Moi, je me souviens pas, pour te couper, quand je faisais des bêtises, comme ça, un oncle, même pas un oncle, un parent éloigné ou le voisin, il me frappait sur la route et il m'a amené à la maison. Ma mère ou mon père me frappait encore pour dire non, que tu as raison. Et la prochaine fois encore, frappe bien. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on voit encore ça, le citoyen du monde? Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de rare à observer, effectivement, parce que on a une société qui tend à l'individualisme, comme disait la voix de l'éloquence. On tend à plus s'occuper de nous-mêmes. Voilà, donc, et cela est dû au fait que quelque part, on est en perte de nos valeurs, en perte de nos coutumes, au profit d'autres valeurs, d'autres coutumes qui ne viennent pas de chez nous. Parce que chez nous, on est axé sur la notion selon laquelle le groupe prime sur l'individu. Ce qu'on appelle Ubuntu, d'où Radio Ubuntu, c'est-à-dire le cogito Ubuntu, j'existe parce que les autres existent, ou j'existe grâce aux autres. Voilà, c'est-à-dire que la communauté est au-dessus du sujet. Je suis parce que nous sommes. Ça veut dire qu'en dehors du groupe, je ne suis rien. En effet. Mais aujourd'hui, on a changé. Est-ce qu'on n'est pas arrivé au cogito, excuse-moi, parce que je sais d'où tu viens en termes de formation, est-ce qu'on n'est pas arrivé au cogito de Descartes? Je pense donc que je suis. Que le solilisme, l'ego. Plus précisément au solipsisme cartésien, où je n'ai pas besoin de l'autre pour exister. Voilà, pour exister, je me suffis à moi-même. C'est un peu ce qu'on observe aujourd'hui. Et ça a des répercussions dans l'éducation de nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, tu vois ton enfant comme étant une expansion de toi-même. Donc si toi-même tu n'acceptes pas que le groupe ait un mot à dire sur ta personne, comment tu vas accepter que le groupe ait un mot à dire sur ton enfant? Et c'est un peu ce qui s'est perpétué
d'année après année. Monsieur Obiang, qu'est-ce que donner, tu en fait, penses? Vas-y. Vas-y. Pour donner ce qu'on observe aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est même pas que aujourd'hui les gens ne veulent plus, les gens ont peur, les gens préfèrent ne pas, donc les gens préfèrent s'abstenir. Tu vas voir l'enfant de quelqu'un en train de faire une chose qui n'est pas bien, tu as envie de dire à l'enfant que hey, arrête-moi ça, mais même seulement aussi du temps sur l'enfant, tu as peur, parce que peut-être le père est à côté, la mère est à côté, tu ne voudrais pas que. Surtout pour nous autres là qui sommes, voilà, on est encore jeunes. Et puis vous êtes aussi trop violent parce que tu as aussi peur de casser le bois. Non, on va te poser la question. Tu sais ce que c'est que de faire un enfant ou d'enfanter. L'enfant de qui? Machin. Bon, tu fais comment? Pauvre de toi, tu n'es pas encore père, mais tu n'es pas encore mère. On va commencer à mal te parler parce que tu as voulu te comporter comme un grand frère, bien comme une grande soeur envers un petit du quartier. Comment est-ce que tu fais? Tu restes tranquille. Monsieur Obiang, qu'est-ce que tu penses? Bon, moi je dirais aussi que c'est question d'évolution, le monde évolue. Vous savez, les mentalités également évoluent. Aujourd'hui, c'est quasi inacceptable qu'un voisin porte main sur notre enfant sans aucune raison, sans avoir d'abord l'accord des parents. Et tout dépend également du lien que vous avez entre vous, l'affinité qu'il y a entre vous, entre voisins. Il peut arriver que moi aussi, par exemple, je m'entends vraiment bien que ce voisin est déjà comme un membre de la famille, oui. Il peut avoir la lassitude de porter correction ou de corriger mon enfant au cas où je suis absent. Mais aujourd'hui, bon... Est-ce que, quand vous dites ça, les mentalités ont évolué, est-ce qu'il fait partie de la minorité, hein, monsieur? Le citoyen demande, excuse-moi, quand vous dites que les mentalités ont évolué, est-ce que ces mentalités n'ont pas évolué dans le mauvais sens? Parce que, à vous suivre, vous dites que, en fait, aujourd'hui, il faudrait que je sois un affilié de la personne pour que je puisse porter main ou corriger à l'enfant. D'autant plus que, excusez-moi, je vais chuter par là, c'est-à-dire que issu des différentes ethnies bantoues, on privilégie le clan. Alors que le clan, c'est une parenté qui n'est pas assise sur, comment dirais-je, un être physique, mais c'est sur un être imaginaire. Est-ce que vous voyez, ou mythique, le citoyen du monde? Est-ce qu'aujourd'hui, si on n'a pas perdu ça de vue? C'est-à-dire que la parenté, ce n'est pas seulement ce qui engage le sang, mais c'est ce qui engage aussi le clan. Et dans le clan, quand on disait non, au village, on dit souvent, l'enfant appartient à tout le monde. Il suffit que toi, tu puisses être du même village que moi, tu as l'autorité de frapper mon enfant. Est-ce qu'aujourd'hui, si comme disait... Je crois que j'ai même pas encore terminé. Vous avez déjà vu le citoyen des mondes. Bon. Bien, donc je disais... je même perdu un peu le film, mes idées. Je disais... Tu disais qu'en fait, aujourd'hui, pour porter main ou bien pour corriger un enfant, il faudrait que je puisse être affilié à... Voilà, bon, je faisais part que... Enfin, j'ai pu à comprendre que le monde évolue et que notre mentalité également évolue. Pourquoi je dis cela? Avant, il était possible qu'un voisin ou un ami ou une connaissance, qu'on ait si bien dit aussi un parent par le clan, trouvait l'enfant dans une quelconque situation et tapait l'enfant. Et lorsqu'on amène l'enfant à la maison, de par les explications de ce dernier, on corrigeait aussi l'enfant. Parce que dans notre culture, je crois bien, l'enfant n'a pas tant droit à la parole. C'est-à-dire, un enfant ne peut pas parler devant ses pairs. Bon, le respect, il doit respecter ses pairs. Non. Puis c'est vrai qu'on parle de respect, mais attention, il y a des personnes qui se servent de ça aussi pour nuire à l'enfant. En effet, d'où on doit... Il y a des situations où on nuit à l'enfant. C'est-à-dire que, par exemple, l'enfant n'a pas tort sur une situation, mais vu qu'il n'a pas droit à la parole, il n'a pas un mot à dire. Ce qui fait en sorte que le rendu que ce dernier viendra donner, c'est tout ce qu'on va croire et tout de suite aussi on va corriger ce dernier. Pourtant, si on vérifie bien dans l'histoire, c'est lui la victime. C'est pourquoi j'ai dit aussi nos mentalités évoluent. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui, ton enfant n'a rien fait, il te prend l'enfant, il te frappe l'enfant, il va venir te raconter quelque chose, toi aussi tu n'écoutes pas l'enfant, toi également tu sévis sur l'enfant. Cette frustration, l'enfant ira aussi la déverser ailleurs. Ça va toujours ramener à ce qu'on parlait. Et ça va engendrer la violence scolaire. Tu vois un peu d'autres situations. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des cas où il ne faut pas tolérer cela. Moi, en tant que parent, c'est mon point de vue personnel, je ne permettrai pas qu'un intrus frappe mon enfant. Sans raison valable. Sans raison valable. Faut ajouter sans raison valable. Sans raison valable. C'est-à-dire que si tu as trouvé l'enfant dans une situation de plus désagréable, tu attends que j'arrive et tu me fais part de la situation. Même si la situation est grave. Ça tout dépend de ce qu'on appelle gravité de la situation aussi. D'accord. C'est un peu ça où la donnée elle est un peu fausse parce que la gravité ça va dépendre de la personne qui va percevoir la chose. Voilà. Une personne extérieure peut trouver l'acte de mon enfant grave, mais quand j'arrive je me dis c'est pas si grave. Et dans ce contexte on se rend compte que les coups ou bien la correction qui a été apportée est proportionnelle ou bien elle n'est pas égale
à l'acte que l'enfant il a posé en réalité. D'accord. Donc c'est à ce niveau-là que porte. Vas-y, le citoyen du monde. Ce dont parle Mister Obiang, je peux comprendre ça. Parce que comme on Vous dit... pouvez comprendre ou vous comprenez? Non, je peux comprendre. Je veux nuancer certainement. Vas-y. Je peux comprendre ce que dit Mister Obiang. Parce que corriger un enfant, ce n'est pas aussi forcément frapper l'enfant. Tu peux trouver l'enfant en erreur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux blâmer l'enfant. Oui. Tu peux attendre aussi que le parent arrive pour rapporter ce que l'enfant a fait aux parents. Mais parfois, il y a des parents, même comme je disais, il y a des parents, tu n'as rien à dire au sujet de son enfant, tu vas dire quoi? Mais pourquoi donc taper son enfant si déjà tu n'as rien à dire? Mais justement, c'est pourquoi je dis que taper encore, ça dépend vraiment de l'affinité que tu as avec la personne qui corrige ton enfant. Mais vous venez de me dire tout de suite que c'est moi qui ai soulevé le poids sur l'affinité, si je me trompe pas. Oui. J'ai plus ou moins été blâmé pour ça. Que j'ai voulu nuancer en disant que pour toucher l'enfant, il faut avoir une certaine affinité, alors que dans nos cultures, le clan dirait, c'était pas l'affinité qui primait, mais aujourd'hui, le citoyen des mots vous nous dire qu'il faut encore une certaine affinité, donc du coup, je me pose la question. Non, là, tu n'as pas compris le fil de mon raisonnement, parce que je n'avais même pas fini. Vas-y. On aimerait t'écouter et comprendre le fil de ton raisonnement. Vas-y. Il a parlé d'affinité. Oui. En fonction de l'affinité que j'ai avec un tel, il peut se permettre de corriger mon enfant. Mais si c'est un total étranger, il n'a pas le droit de le faire. Sauf que il y a des cas de figure. C'est ce que j'explique. Non. Il y a des cas de figure où même, c'est-à-dire que je suis un étranger. Par exemple, je pose la question à monsieur Obiang. Moi, je suis un étranger. Ton fils commet une bêtise. Je ne le touche pas, mais je le sermonne. Ensuite, je l'emmène. Je l'attrape vraiment, voilà, je l'emmène auprès de toi. Voilà, c'est voici ce que ton enfant a fait. Ainsi de suite. Je blâme l'enfant devant toi. Sérieusement, je blâme l'enfant devant toi. Tu es sûr que tu vas accepter ça? Du moment qu'il y a... Total inconnu de mon état. Non. Parce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Non, je peux répondre à sa question. Vas-y. Voilà, il me pose la question qui est celle de savoir. C'est un inconnu, je ne connais pas ce monsieur. Il a vu mon enfant avec une attitude pas des plus désagréables. C'est-à-dire que l'enfant était certainement impoli où il était. En effet. Il a pris l'enfant, il a dit, tu vas me montrer où sont tes parents. L'acte que tu viens de poser n'est pas normal. Il a blâmé l'enfant. Comme tout père blâme un enfant, n'est-ce pas? Vous venez vers moi, vous m'expliquez calmement la situation. Que voilà où j'ai trouvé votre fils en train de faire ceci et cela. Et tu blâmes l'enfant que la prochaine fois que tu feras cela, sincèrement, en gros, tu parles comme tu parles à ton fils. Bon, je ne vois pas le problème. Voilà, toi tu ne vois pas le problème, mais c'est ce que j'expliquais. Je voulais en venir à cela que pour certains parents, tu ne peux même pas parler à son enfant devant lui. Mais dans ce cas, étant donné que celui qui a la responsabilité de l'enfant, c'est le parent, bah, tu te délestes tout. Voilà, et c'est pourquoi je disais qu'aujourd'hui, il y a des jeunes, il y a des gens, ils préfèrent regarder. Parce que même dire seulement sur l'enfant de il n'a pas ce droit-là. J'aimerais aussi savoir, parce que la voix de l'éloquence a signifié quelque chose. Elle disait que peut-être au Gabon, dans une certaine mesure, on valorise plus l'art dans le domaine culturel, l'art que les valeurs culturelles en elles-mêmes. Bien sûr que l'art transmet aussi des valeurs culturelles. J'aimerais savoir déjà. L'éducation traditionnelle. Voilà, l'éducation traditionnelle. J'y arrive. Est-ce que le genre de musique, le rap ou l'ancham qui domine le Gabon, mais qui domine aussi le monde, selon certains artistes, concourt aussi à la violence des jeunes, c'est-à-dire par les textes, par ce qu'ils prônent. Est-ce qu'aujourd'hui, plus que les parents ne dictent plus les enfants, l'enfant se sent libre, l'école, il n'y a plus de discipline, donc il cherche l'éducation au travers des artistes ou au travers des idoles. Parce que n'oublions pas aussi, on agit par imitation. Parce que j'ai un individu, j'ai une personne que j'admire tant, que je dis, j'aimerais être cette personne. Peut-être je prends l'exemple d'un artiste, au Gabon, on ne va pas citer le nom, il chante bien, dans sa musique, il véhicule un ensemble de propos. Est-ce qu'en suivant ces propos, je deviens violent? Est-ce qu'on peut accuser la musique? La musique a sa part de responsabilité, du moins les artistes, parce que lorsqu'on est artiste, on a une large communauté qui nous suit. Et pour prendre le cas du Gabon, elle est majoritairement jeune. En effet. Et pour aussi prendre le cas de certains artistes, pour la plupart, ils reviennent des milieux dits défavorisés.
difficile, même plus hardcore. Difficile, voilà. Et donc, pour ceux-là qui reviennent de ces milieux-là, mais qui n'arrivent pas à porter un message fort, donc un message où on est dans une posture, où on dénonce, où on éduque d'une certaine manière, on entraîne simplement ceux qui nous suivent à aller dans notre sens. Donc si on véhicule des propos comme tous les jours il faut fumer, il faut se mettre bien, et dans le se mettre bien, on entend par là consommer un certain type de substance, de produits, oui. Forcément là, illicite, rappelons aux auditeurs, illicite. Dans ce sens-là, l'artiste a sa part de responsabilité. Et également le ministère de la Culture, je pense, parce que ces artistes-là sont sous sa coupe. Donc, peut-être ça va sembler un peu radical de dire qu'il faudrait contrôler ou censurer un certain type de musique, sachant l'impact que cela a sur la jeunesse gabonaise, et valoriser un autre, pour ne pas faire la publicité des artistes. Donc, ce type d'artistes, le Gabon en a, qui sont dans la dénonciation des travers de la société. Donc il y en a qui dénoncent la corruption, qui dénoncent, on va dire... la violence même, comme plus qu'on parle de violence. La triche en milieu électoral aussi. Oui. Et l'oppression du gouvernement envers le peuple. Du peuple. En effet. Voilà. Nous ne pouvons pas avoir qu'un seul type de musique. Vous savez, l'art musical est composé de plusieurs types. Il y a des artistes qui sont là pour sensibiliser, pour éduquer, et aussi ceux-là qui sont là pour distraire. Vous voyez, si on se base que sur un seul style de musique, celui de l'instruction, on va pas s'en sortir. Parce que vérifiez bien, et il faut aussi rappeler que la musique est un univers, on peut dire c'est un business, c'est tout un game, vous comprenez? C'est-à-dire beaucoup d'artistes aujourd'hui, surtout des jeunes, font de la musique pour vendre. Vous comprenez? Donc ils font la musique pour vendre, et par conséquent, et bien sûr, parmi ils sont là pour satisfaire ou pour dire ce en que fait, la ils satisfaient en fait on peut dire quoi? Il y a l'offre et la demande. Qu'est-ce qui est plus à la demande? C'est la distraction. Donc beaucoup sont là pour distraire. Ok, moi j'ai une question à Mr. Robian. Donc selon vous, Mr. Robian, la distraction, vous avez parlé du principe de l'offre et de la demande. Ce qui est demandé par les jeunes Gabonais ou les auditeurs, c'est la violence? Je ne dirais pas la violence, parce que c'est pas toutes les musiques qui tendent vers la violence. Il y a des artistes on a essayé de trouver, on a dit le rap et l'ancham au niveau du Gabon, parce qu'on peut se dire, parce qu'aujourd'hui la variété, ça m'étonnerait que la jeunesse, vraiment que la jeunesse écoute la variété. Et si variété il y a encore, parce que moi j'ai grandi avec la variété, Maman Dédé, je sais pas si vous avez connu Maman Dédé, il y avait Olivier Ngoma, mais aujourd'hui, plus que la jeunesse est majoritaire ou quasi majoritaire au Gabon, et que ce qui marche c'est l'ancham, ou bien le rap. Mais en même temps, c'est pas, je ne dirais pas que c'est pas tous les artistes cham qui promouvoient la violence. Bon, ce que j'ai peut-être omis de préciser dans mon propos, c'est, bon, d'un côté, on a ceux-là qui font de la dénonciation des travers de la société, on a ceux-là qui sont là pour simplement distraire, parce qu'il y a un genre de musique simplement, on est là pour distraire, on prend un point spécifique. Moi je suis là pour danser et faire la fête, et il y a un autre côté qui est là justement pour inciter à la violence d'une certaine mesure. On va pas dire inciter, parce que bon, eux-mêmes ils ne diront pas qu'ils incitent, pourtant on peut retrouver certains propos qui partent dans ce sens-là dans leur texte, mais juste il y a plusieurs types de catégories. Oui, la musique n'est pas seulement là que pour dénoncer, bien évidemment. On va finir par s'ennuyer. D'accord, mais il faudrait aussi rappeler aux artistes que en fait le divertissement n'est pas la diversion. C'est le style de monde. Qu'est-ce que tu en penses? La seule chose, excusez-moi, la seule chose que je pourrais demander au ministère de la Culture, c'est d'apporter des limites. En effet, la censure. C'est de ce dont j'ai parlé, la censure justement. Vas-y, le citoyen du monde. Bon, ils ont pratiquement tout dit. Moi, je vais encore dire quoi. Parce que quand tu as parlé du rap et de l'ancham, il y a deux types de rap, il y a deux types d'ancham. Voilà. Il y a ceux-là, il y a même trois types. Il y a trois types. Il y a ceux-là qui font dans le conscient, donc l'ancham qui vise à conscientiser. Il y a ceux-là qui font le rap conscient qui vise à conscientiser. Il y a ceux-là qui font l'ancham pour bouger les hands-grips, pour bouger les fesses, pour bouger le bas du corps, pour bouger le bas du corps. Pas nécessairement le bas du corps. Vous parlez terre à terre. Qui font l'ancham pour danser, pour s'amuser, pour se lâcher un peu. Il y a ceux-là qui font même le rap, vraiment c'est pour s'amuser, pour se lâcher. Mais il y a d'autres qui le font, voilà, vraiment pour inciter à la violence. Ce n'est jamais à découvrir qui le font, mais au travers des propos, quand tu interprètes toi-même les propos, c'est des propos qui ont un fond purement violent.
Oui. Donc, c'est pourquoi je catégorise ça en 3. Donc, si je suis bien, c'est une question qui me vient aussi à l'esprit comme ça là. Vas-y. Et on peut voir dans certains montages vidéo des éléments qui pourraient vraiment penser à l'incitation de la part de ces artistes-là. Donc, on a des fois on va dire la cigarette, des armes blanches, des machettes, des bouteilles, des machettes. Et des fois, il y a des groupements de personnes qui agissent d'une certaine manière. Donc, ils vont, par exemple, en masse vers d'autres personnes, les bousculer, etc. Voilà. Maintenant, donc, d'où, au vu de vos propos, j'ai une question. C'est-à-dire que les artistes ont aussi une responsabilité. C'est-à-dire, il ne suffit pas seulement d'être artiste et venir chanter, mais vous avez une responsabilité envers cette jeunesse. Oui, le citoyen de monde. Les artistes ont effectivement une responsabilité. Parce que, comme on disait tantôt, on est une population qui est majoritairement jeune. Et il y a un artiste qui pouvait le dire qu'en fait, lorsque vous vous plaignez de la dépravation des mœurs au sein de la jeunesse, comment est-ce que vous voulez que la jeunesse ne tombe pas dans la dépravation des mœurs si la jeunesse n'a pas de modèle? Or, on sait que les premiers modèles, quand tu vas interroger un jeune, les premiers modèles des jeunes d'aujourd'hui, ce n'est pas les politiciens, ce n'est pas les enseignants, ce n'est pas c'est les artistes. Ce sont les artistes. Mais quand tu arrives dans le cadre artistique là, qu'est-ce que tu trouves? C'est ça en fait. Maintenant, si moi, jeune de mon état, je prends pour modèle quelqu'un qui fait dans l'ancham, qui milite pour la violence. Mais forcément, parce qu'on dit que la musique a une certaine, on dit ça adoucit les mœurs. Ça c'est la bonne musique. Ça adoucit les mœurs. Ça veut dire que ça calme, ça apaise et ça rend un peu plus sage. Mais quand on parle aussi de musique, quand on parle maintenant de musique qui incite à la violence, ça veut dire que la musique peut aussi exacerber les mœurs. Ça peut aussi corrompre les mœurs. Donc ça, c'est dans ce cas de figure de la musique violente. Et ça peut se déverser soit dans le cadre familial, soit dans les quartiers, soit dans les milieux scolaires. D'accord. La voix de l'éloquence. Je pense déjà avoir répondu à cette question lorsque j'ai introduit mon propos sur la question précédente, en disant que les artistes avaient en effet une part de responsabilité au vu de la communauté qu'ils ont. Monsieur Obian. Je vais juste aller dans la même logique. Effectivement, oui, les artistes ont une part de responsabilité. Donc, on appelle aux artistes, vous avez une part de responsabilité, donc essayez d'être des modèles pour cette jeunesse. S'il venait à donner un dernier mot concernant le thème qui disait la violence scolaire, à qui la responsabilité? Dernier mot, je fais le tour de table, citoyen de monde. D'accord, moi je dirais que la violence en milieu scolaire, à qui la faute? Moi je dirais que les torts sont partagés. Voilà, chacun a sa part de responsabilité, comme disait Mr. Obian. Si chacun faisait sa part, tout irait bien. Donc ça veut dire que le noyau familial doit pouvoir faire sa part, parce que comme on a dit, la famille c'est le noyau de la société. C'est la première même des sociétés. Voilà, il n'y a pas de société sans famille. Donc, lorsque on fait le mouvement descendant, on descend de la société. À la fin de la pyramide, on va trouver la famille. C'est la famille qui est vraiment, qui porte toute la charge de la société. Le socle même. Voilà, c'est le socle, c'est le soubassement. Donc, la famille, quand on parle de famille, on parle du père et de la mère. Ils ont leur rôle à jouer. L'enfant a son rôle à jouer. On va dire ça comment? Moi, je parlerai d'éducation sociale. C'est-à-dire, on va parler du quartier, en tout cas l'éducation du dehors, là, a son rôle à jouer. Parce que entre le foyer et l'école, l'établissement, il y a tout le staff là qui est autour. Parce que l'enfant passe bien par quelque part. C'est les quartiers, c'est les amis et tout ça là. Donc, ils ont leur rôle à jouer. Et après, l'école aussi a son rôle à jouer. Et quand on parle d'école, on parle de celui-là en fait, ou encore l'instance qui préside tout ce qui se passe dans le cadre scolaire, c'est-à-dire le gouvernement, plus précisément le ministère de l'éducation nationale et tout ça. Merci, la voix de l'éloquence. Je vais aller dans le même sens que le citoyen demande. Donc pour moi, par rapport à ce thème, je dirais que les responsabilités sont partagées. Aussi bien par les parents, par l'environnement, donc l'environnement scolaire, et aussi par l'État, mais également par l'élève lui-même, l'enfant lui-même. Donc c'est bien de rappeler à l'ordre tout le monde que tout le monde fasse son travail. Donc
que tout le monde reste dans l'application de ce qu'il doit faire pour faire un travail de relais. Donc, il quitte d'un point A à un point B, on doit avoir le relais du point B au point C pour ne pas que le vide qu'il y a permette à l'enfant de s'éloigner vraiment de tout ce qu'il reçoit. Donc, aux jeunes, je dirais simplement de ne pas être des éternels suivistes. On est tous dotés d'une personnalité. Donc, il faut s'affirmer davantage pour ressortir qui on est, que plutôt s'identifier forcément à l'environnement, donc aux éléments extérieurs. Là, tu parles en tant que coach de vie. Merci, Obia. Bon, tout a été dit, hein. Je ne veux plus rien ajouter là-dessus. Je vais juste saluer ma fille. D'accord, la pauvre là, Noah Obia, comme son père. La pauvre elle a repris le chemin de l'école depuis lundi, donc se réveiller tôt le matin, c'est dur pour elle. C'est un peu compliqué. Mais ça ira. Hein. D'accord. Elle a pas de location de personnes en particulier ou des personnes en particulier à saluer? Oui, mes sœurs, donc notamment Valdia et Mélina. Le citoyen du monde. D'abord, moi je fais un big up spécial à mes parents du côté de Frango. Et voilà, un big up spécial à ma petite amie. Oh là là, oh là là, oh, c'est tellement beau, c'est tellement chaud. Oh là là. Petite amie, tu as écouté, hein? Oui, chers auditeurs et auditrices de Radio Bouto, voilà, nous sommes venus au thème de notre émission, la tribune culturelle des jeunes. La tribune culturelle des jeunes, c'est chaque mardi et chaque vendredi dès qu'il est 14h. Bisous, 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 et on se dit à vendredi de cette semaine. Merci. Hey,